Ok, bonjour à toutes et à tous. Ravi de vous accueillir. On adore quand cette maison des HEC grouille de monde comme ça. Et donc, Marguerite, la sénatrice générale, était là, mais oulala, mais que de monde. Et donc, et cette configuration-là est assez inhabituelle. En tout cas, je la vois moins. Donc, voilà, on est vraiment ravis de vous accueillir ce matin pour ce partenariat important. C'est toujours un moment assez à la fois émotionnel, d'excitation quand on signe un partenariat, parce qu'un partenariat, c'est aider à beaucoup de travail de la part des équipes de NAOS, de la part des équipes d'HEC. C'est beaucoup de confiance, parce que c'est un engagement dans la durée. Et puis, c'est aussi souvent le fruit d'une rencontre. Et donc, voilà, je remercie beaucoup Jean-Noël d'être là avec nous. Je remercie toutes les équipes de NAOS et Hélène aussi d'être là. Donc voilà, c'est un moment très particulier. Et donc, on va se lancer. Donc, merci encore beaucoup de votre présence, amis, collègues, partenaires, futurs partenaires, personnes engagées. Et je laisse la parole. Regarde. Donc, encore une fois, bienvenue. Et on va parler d'abord de NAOS. Et ça, je vous propose, parce que ça sera mieux présenté par une courte vidéo où on verra Jean-Noël parler d'un acronyme dont on entendra parler plusieurs fois, OFA, Organisation à finalité altruiste. On la présente à travers de cette vidéo. Quand je démarre, c'est 1977, j'ai eu une idée d'un produit qui s'appelait le BBR, bronzage biologique rapide. Ce qui le différenciait des produits sur le marché, c'est que c'était un produit fait pour l'adaptation au soleil et qui était une démarche en totale rupture avec la pensée industrielle qui ne faisait que barrière au soleil sans aucun effet biologique positif pour aider la peau à mieux s'accoutumer au soleil. Peu à peu se sont constitués finalement un archipel de différentes marques. D'abord Esthederm, essentiellement dans l'univers de l'esthétique et du bien-être, et de l'autre côté Bioderma, qui s'inscrit complètement dans une mission auprès des dermatologues, auprès des pharmaciens, des circuits de santé. Et une troisième marque s'est ajoutée, Tapur. Il faut choisir ses combats. Et moi, les combats, je les ai choisis. Plutôt que traiter la peau, il faut lui apprendre à vivre. C'est pas rien quand on se fixe cette règle-là comme la règle première. Jean-Noël a posé ces principes d'écobiologie qui font que c'est une démarche d'intégrité scientifique. En fait, l'écobiologie, c'est de considérer que dans un soin écobiologique, le principe actif, c'est la peau elle-même. La peau, en fait, est dotée de ressources naturelles. Elle a été programmée par des siècles d'évolution pour développer ses propres capacités d'autodéfense, d'autoréparation, auto-hydratation, etc. En fait, il faut simplement stimuler le fonctionnement naturel de la peau pour réparer des dysfonctionnements. Il faut aussi qu'on s'assure, dans le sourcing des matières premières, qu'on n'administre rien qui potentiellement pourrait être négatif au niveau de la peau. J'espère vraiment que cette entreprise, qui devient maintenant une organisation à finalité altruiste, sera la plus pérenne possible et la plus utile possible. Et cette ambition, il faut que je la fasse porter par les autres, parce que j'ai 76 ans, dont la transmission, elle est obligatoire. Donc il était temps que je me dépossède de mon vivant. C'est un acte libérateur et salutaire pour la pérennité. Jean-Noël Torel a décidé de donner ses actions à une fondation. Et donc maintenant, la totalité du groupe appartient à une fondation, à une cause qui est la réalisation du potentiel humain. L'entreprise a une vocation qui est d'être utile au monde. Son but ultime n'est pas de réaliser du profit pour réaliser du profit. Le fonds de dotation Jean-Noël Torel Foundation a des activités généreuses qui favorisent le développement du potentiel humain. Dans l'écobiologie, il y a l'idée d'être au service de la personne. Dans l'OFA, il y a l'idée d'être finalement au service de l'autre. L'idée, c'est effectivement d'emmener dans un mouvement où tout le monde a envie de donner. Le projet de l'entreprise NAOS, sa promesse au monde qui nous entoure et qui nous constitue, va bien au-delà des produits que nous proposons. C'est ma révolution. Donc moi, le choix, c'est pas quelle planète je vais laisser à mes enfants, c'est quels enfants je vais laisser à la planète.
tout ce que je fais, je le fais par amour et rien d'autre au fond. Mais s'il n'y a pas même, je dirais, l'amour du combat et de la cause pour laquelle on travaille et où on œuvre, eh ben, je crois qu'il n'y a rien. C'est comme si le ciel s'était vidé de ses étoiles. Forcément, je m'adresse d'abord à Jean-Noël Thoret. Est-ce que je voudrais comprendre maintenant, et je pense que vous aussi, c'est finalement ce contexte actuel que nous vivons avec l'IA dont on parle en permanence, l'OFA, l'altruisme et le courage, comment effectivement ce triptyque devient un levier de robustesse. Pour répondre à la question, je dirais d'abord que j'ai fait une conférence à l'Université de l'intelligence du cœur très dernièrement, il y a 2 ans, et il y a 3 jeunes filles qui sont ici et qui sont les filles de mon épouse, pour 2 et de mon fils spirituel Guy Alexandre, que vous avez vu apparaître quand il parlait avec émotion. Et j'avais, à la fin de ma conférence, dire s'il y avait 2 boutons noirs et rouges, et que le rouge, c'est j'arrête l'IA, et le noir, c'est on continue avec l'IA, sur lequel appuierez-vous? Et je dis, moi, bien sûr, j'appuierai sur arrêter. Et comme, bien sûr, comme vous tous, comme il y a tous les jours de l'IA, et que dans le domaine de la santé qui est le mien, l'IA me permet, au niveau de ma recherche et tout ça, de faire des progrès fantastiques et un apport considérable, je me durais en me disant que j'arrête tout. Et qu'effectivement, aujourd'hui, si je me projette, et ça a un lien avec ce qu'on va faire là, je ne me sens pas dans un monde, sans penser à Terminator forcément, mais je ne me sens pas dans un monde gouverné par l'IA. Et il y a un vrai risque, et que c'est vrai, lisser l'intelligence du cœur par rapport à l'IA, c'est la seule façon optimiste où je vois le monde dans quelques années. Et j'étais pas le seul. À l'époque, j'avais fait une vision. Moi, j'adore les visions. Il faut savoir que mon entreprise est fondée sur une vision qui est entre capitalistes et communistes, entre cosmétiques et médicaments, et entre l'Orient et l'Occident. Et tu parles du contexte du monde. Si vraiment on était entre tout ça, ça se passerait bien, parce que quand je vois la pensée occidentale par rapport à la pensée orientale, bien sûr, j'ai une préférence, je ne la dirai pas, mais je me trouve vraiment entre ces 2 mondes, avec énormément de positifs dans les 2 mondes, aussi énormément de négatifs. Je trouve qu'aujourd'hui, tous les États, et je suis bien placé, puisque j'ai vécu 7 ans auprès de quelqu'un qui était président de la République, avant qu'il devienne président de la République, et que je peux vous dire que pour moi, c'est tout le problème des démocraties, c'est venu du marketing, mais vraiment du marketing. Et donc, le fléau, pour moi, est énormément au fond, lutter contre un monde qui, pour moi, n'est pas en bonne santé, et de se dire que tout de même, quand je regarde les humains, quand je croise dans la rue, je me dis, il y a de l'amour partout, et au fond, dans le business, puisque vous êtes dans le business et je suis dans le business, il n'y a pas d'amour, et que dans la politique, il n'y a pas d'amour, et que c'est le vrai problème. Et je crois, d'ailleurs, le nom Naos, j'étais dans l'escalier avec 2 personnes, c'est pas un acronyme, c'est parce que je suis inspiré ma vie est inspirée par l'histoire du Petit Prince, et que j'ai lu le nom d'une étoile, où il y a la rose dedans, parce que c'est le symbole de l'amour. On ne va pas faire du violon sur l'amour, mais je pense que c'est l'essentiel, et je crois fondamentalement à l'amour. Alors, pour vous répondre à ta question, et un peu conclure sur ce qui fait dans ce monde très difficile, c'est qu'à un moment donné, effectivement, j'ai décidé de donner mes actions. Et parce que je ne crois pas qu'une entreprise peut être altruiste. Malheureusement pour Monsieur Gates, qui parle des entreprises altruistes, j'y crois pas du tout. Puisque la base de la générosité, c'est de pas attendre de retour. Et la base de l'altruisme, c'est... je regardais, j'ai interrogé mon IA hier soir,
quelle est la différence entre la générosité et l'altruisme? C'est que là, l'altruisme, c'est dans la durée. Et que justement, à partir du moment où moi je donne, puisque je contrôlais tout le capital, 100% des actions à justement une fondation, dans l'esprit de justement d'assurer la pérennité à mon projet d'entreprise auquel je crois, qui est dans la santé, je mets de la durabilité et de la résistance. Donc ça répond à ta question. C'est un avocat qui me dit surtout, je lui dis comment je réalise, il me dit fais pas de juridique. Et donc je me dis, et j'écris une constitution. Et le fruit, au fond, le fruit de tout ça, c'est au fond la résultante d'une constitution qui, au fond, organise tout le système entre 3 entreprises indépendantes, l'invention, l'entreprise Naos dont vous avez entendu parler, et puis de l'autre côté, le généreux. Donc voilà. Et ça, je pense que ça ne changera pas le monde, mais ça l'aidera à se transformer. Donc, ce qu'on va faire ensemble, les CAJOS et ce laboratoire, aidera aussi. Et du coup, on est dans le profondément humain. Profondément humain par rapport aux machines, par rapport à l'intelligence, effectivement, plutôt des machines. Est-ce que tu dirais qu'aujourd'hui, l'intuition humaine, le courage, tout ça, c'est les vrais leviers de cette robustesse dont on a parlé tout à l'heure, de la pérennité que tu souhaites à travers ce transfert de ta propriété vers quelque chose de plus grand? Oui, si tu veux, toute HLU et tout ce laboratoire, on parlait, tu parlais dans ta question, tu ne m'as pas dit, sur au fond, le côté sensoriel, de l'intelligence du sens, enfin, j'ai plus tes mots. Et justement, il y a l'intuition. Et tout ça, pour moi, c'est des portes d'entrée. Et le fondement même de ce laboratoire, de ce qu'on va faire ensemble, c'est d'aller plus loin, parce que le fondement même d'HLU, c'est au fond de permettre justement une résonance avec le monde dans la relation. Et que ça, c'est l'essentiel. J'ai vécu ma vie à me sentir étranger au monde où je vis, parce que justement, je trouve qu'on se conforme tous à des codes, à le politiquement correct, d'ailleurs on dit ça, mais vous voyez, Naos a 3 qualités, 4 valeurs fondamentales qui répondent à ta question. L'intelligence du cœur, la vaillance, le courage d'être belle, le courage d'être soi. Et je pense justement Hubert a fait HEC, donc il est bon jeune, et il est né en 1900, et il m'a enseigné justement le goût de l'effort, la persévérance. C'est un montagnard, et si je suis ce que je suis, c'est grâce à ses valeurs. Et si au fond, à un moment donné, je me suis dit, il faut que je crée une université au niveau d'Harvard, c'est vraiment parce que je crois fondamentalement que les cadres, vous voyez, je fais du recrutement, je lis des CV, ils sont tous pareils. Pour moi, il n'y a aucune aspérité. Et je vais vous raconter une anecdote hyper importante, c'est qu'un jour, je reçois un type CV impeccable, polytechnicien, Harvard, enfin, toutes les qualités qu'on pouvait rêver sur un candidat. Et il s'assied. Sauf HEC, il n'avait pas HEC. C'est ça. Il n'y avait pas HEC, il s'assied. Et je commence à lui dire, j'ai lu attentivement votre CV, est-ce que vous pouvez me dire qui vous êtes? Et cette personne ne répond pas à ma question et commence à amener le CD par le qui vous êtes. Et je pense que j'ai peut-être mal formulé, j'ai bien lu, hein, je sais tout ce que vous avez fait, c'est magnifique, mais je voulais savoir qui vous êtes, vos parents, parlez-moi un peu de vous. Et le gars, il recommence à me dérouler son CV. Alors je dis, peut-être que ça gêne par rapport à votre intimité, mais moi ce qui m'intéresse, c'est qui vous êtes. Et il recommence. Alors, je me suis levé et j'ai accompagné à la porte. Ça a duré 8 minutes en temps. Je dis, je pense qu'on s'entendra jamais. Et que je pense que ce qui est très important dans tout ça, et ça met cette université, c'est que je crois fondamentalement qu'il faut changer la façon
au fond, de faire de la finance, de faire du marketing. Et surtout, le marketing est le plus important parce que, au fond, et c'est ça l'important. Et je pense que dans l'enseignement, et j'espère ce laboratoire, justement en face de l'intelligence artificielle, eh bien, justement, on parlera d'IC. Et on parlera peut-être avec HEC, on verra apparaître HLU, je sais pas le nom, c'est vraiment, mais je rêve vraiment qu'on parvienne par rapport à VAB faire un HEC plus grand. Et parce que je pense qu'aujourd'hui, toutes les écoles, je dis bien toutes les écoles et tous les chasseurs m'amènent des CV. Et quand je lis le CV avec la formation, l'éducation, je ne retrouve pas l'éducation. Alors HEC a tous les atouts. Parce que, qu'on ne veuille ou pas, dans l'Orient, il y a 3 métiers fondamentaux qui sont les grands métiers du monde. Il y a la médecine, je suis dedans avec mon entreprise, le commerce et l'éducation. Et on voit bien qu'HEC, il veille sur 2 métiers fondamentaux dans l'enseignement. Et je souhaite vraiment, et mon rêve, c'est de faire un HEC transformé et d'avoir contribué modestement par ce démarrage de ce laboratoire à une transformation fondamentale d'HEC et que ça devienne plus grand qu'Harvard et qu'au fond, la référence d'HEC avec le cœur devienne le domaine. Voilà, c'est mon rêve. Bon, Héloïse, il y a du pain sur la planche. Ah, je vais avec café, d'équipement. Sinon, ça ne va pas le faire. Du coup, on se interfère pas maintenant avec les micros. Il y a du pain sur la planche. Mais non, on est parti déjà, on est pleinement engagé. Pleinement engagé. Effectivement, vous partagez moi aussi cette anecdote parce qu'avec Rodolphe, on a pris le train tous les deux, on est descendu dans le sud voir Jean-Noël, et donc on s'est assis, et alors, je sais pas s'il avait notre CV, mais en tout cas il a commencé comme ça en disant alors parlez-moi de vous. Et je réalise la chance qu'on a parce qu'on est resté 3h30. Finalement, ça s'est mieux passé que pour d'autres un mois. Et vous voyez ce que je disais tout à l'heure, c'est un partenariat comme ça, c'est effectivement une rencontre. Jean-Noël a la chance, en contrôlant 100% de son capital, de pouvoir signer partenariat avec les partenaires qu'il souhaite associer à son aventure. Et puis HEC, parce que là aussi, on a beaucoup de sollicitations, une marque importante. C'est la même chose. Et là, il y a vraiment eu un alignement très fort quand Hélène était nous parler, qu'on a passé ce temps-là. Et c'est vrai que c'est quand on nous parle du cœur, on a pour nos élèves un séminaire que Rodolphe a lancé avec les équipes à Chamonix. Et les étudiants partent à Chamonix et le triptyque, c'est être soi, être avec et être pour. Et donc, le courage d'être soi, voilà, on le retrouve aussi. Et nous, c'est la première chose dont on va parler premier jour quand ils arrivent sur le campus. Et donc, il y a, quand on parle de fondation, quand on parle d'altruisme, quand on parle de solution, de monde qui va pas très bien, c'est vrai qu'au cœur de la feuille de route que s'est fixée à HEC, il y a cette capacité à peser dans le débat public et à inspirer les décideurs, il y a la capacité à changer massivement des destins et être au cœur des solutions. C'est-à-dire comment est-ce qu'on fait remonter sur le campus l'ensemble des grands défis qu'on voit tout autour de nous. Et nous, on a cette capacité à créer des écosystèmes, à rassembler des gens très différents et on va se dire comment on peut arriver à craquer ça. Donc HEC, c'est pas seulement un lieu d'enseignement et un lieu de recherche. C'est très important dans ces fonds et la recherche. Et c'est aussi, ça devient une plateforme justement pour essayer de craquer ce genre de problème-là. Et donc, ce partenariat, nous, il est tellement en ligne avec le cœur de ce qu'on veut faire. Avoir des gens en train de flipper. Et en plus de ça,
on a au cœur de la mission d'école, alors je sais quand il était peut-être l'avant-pissiste, donc désolé, mais et là encore crédit à Rodolphe qui a créé ce triptyque-là. On dit souvent que notre mission, nous, c'est Stake, Teach and Act. Et donc, il y a la recherche, elle est au cœur du sujet. Et sur la question du leadership, on voit bien à quel point c'est interdisciplinaire. On a à la fois travaillé sur les sciences de la décision, sur la psychologie, du management. Et donc, on va casser des silos qui peuvent exister aussi dans des institutions. Et que cette recherche-là, parce que c'est une dimension importante, la recherche, elle est au cœur de l'identité de Naos, mais elle est aussi au cœur de l'identité de l'école HEC. Et donc, cette partie tech, on a envie de nous contribuer à pousser ces sujets-là. Et là, au premier rang, là, entre Julien, Brad, il y a tout un ensemble de personnes du entraîneur aussi qui sont impliquées sur ces sujets. Justement, en fait, je me permets. J'ai l'impression que je vais pas trop le dos. Du coup, Ulrich, je me permets, parce qu'en fait, on parle, depuis tout à l'heure, des personnes qui étaient là pendant 3h30 et qui discutaient avec Jean-Noël. Et bien, est-ce que je peux juste inviter Rodolphe Durand et Hélène Le Ténant de se lever parce qu'en fait, derrière cette genèse, il y a... Et j'apprécie vraiment votre applaudissement nourri parce que sans eux, cet événement n'aurait pas eu lieu et surtout le démarrage de ce lab n'aurait pas eu lieu. Donc Rodolphe, Hélène, bravo à vous et puis je t'entendrai. Rodolphe sera obligé de nous quitter, je ne peux pas l'interroger aujourd'hui, mais il y aura d'autres événements dans cette belle aventure où on entendra pleinement Rodolphe s'exprimer. Pardon, Un plaisir. Tu sais, j'ai pris le signal de... Quand on est appréhensant, on peut y passer des heures. Donc c'est vrai que cette partie enseignement, recherche est très importante. L'enseignement, il faut que ça irrigue. Quand j'en ai dit, on va mettre les gens du cœur aussi au cœur d'HEC, forcément ADN autour de la transmission. Et donc la partie enseignement va être très importante. Que le leadership joue un rôle extrêmement important, encore plus au MBA, des gens un petit peu plus âgés. On a toujours... on réfléchit longuement à la manière dont on peut toucher plus les plus jeunes. Et puis, toute cette partie acte, c'est-à-dire que d'engagement extrêmement important. On vit dans un monde dans lequel, vous allez rappeler, on a besoin de leadership, on a besoin de courage. Et donc, mettre en mouvement tout un ensemble de personnes pour s'assurer que vient régler les vrais problèmes du monde fera c'est un immense. Et du coup, Eric, les qualités, les compétences des futurs leaders pour HEC, pas pour Harvard, mais pour HEC, c'est bon. C'est vrai qu'avec, vous entendez parler tous les jours de l'intelligence artificielle, la question de savoir quelle va être la future de l'emploi, est-ce qu'il y a encore de l'emploi demain, et donc l'intelligence artificielle, elle marche, bien entendu qu'il va se passer des choses, il y aura des parties de substitution qui vont exister, elle marche d'autant mieux quand on a beaucoup de données, et quand on a des objectifs clairs. Et là, c'est un moment où l'intelligence artificielle marche particulièrement bien. C'est exactement ce qu'on veut faire, et puis on a beaucoup de... Alors, le monde n'est pas fait de... On a des données sur tout, et puis dans les organisations, on n'a pas toujours des objectifs clairs. Même si, je me souviens d'un patron de Danone qui disait, sa maxime, c'était les objectifs flous se transforment toujours en conneries très précises. Il disait cette maxime assez intéressante. Mais voilà. Et donc, c'est vrai que dans une école comme HEC, on va être très transparent. C'est historiquement quand même beaucoup attaché à les enjeux d'optimisation. C'est-à-dire quel va être le meilleur flanc marketing, comment est-ce qu'on va maximiser la valeur de l'entreprise, etc. Ce qui va se passer dans les années qui viennent, c'est sans doute un peu deux mouvements. On va remonter un peu vers l'amont et travailler. On voit bien l'évolution de l'école aussi avec une part de sciences sociales beaucoup plus importante aussi au sein de l'institution. C'est qu'on va essayer de se dire, est-ce qu'on se pose les bonnes questions, on est capable de poser les bonnes questions, est-ce qu'on comprend de quoi on parle. C'est un peu, Brad adore utiliser cette phrase-là, c'est un peu là. Et cette phrase d'Einstein, si j'avais 1 heure à consacrer à un problème, je passerais 55 minutes à réfléchir au problème et 5 minutes à regarder les solutions. Donc cette capacité à poser les bonnes questions,
Vous l'avez tous fait, hein, vous frontez la même question sur 2 LLM différentes, vous avez des réponses différentes. Frontez la même question sur le même LLM à 2 jours d'intervalle, vous n'avez pas les mêmes réponses. Donc, comment est-ce que je suis capable de bien cerner le problème, mais d'avoir cette intelligence-là aussi pour poser en parler. Donc ça, c'est en amont. Et l'autre partie, c'est toute la partie aval. Et là, on touche énormément à l'aspect du leadership. C'est-à-dire que une organisation, ce n'est pas, ou des personnes, c'est pas seulement un ensemble de tâches qu'on peut automatiser ou pas automatiser. Et il y a un jeu institutionnel extrêmement important, il y a un collectif, il y a à la base des hommes et des femmes, avec leur résistance, leur besoin d'un temps tradé, etc., etc. Et donc, on a, et là aussi Rodolphe l'a beaucoup poussé, beaucoup travaillé sur la question du purpose, du sens au sein de l'organisation. Et puis là, on est vraiment enthousiaste à l'idée de toucher beaucoup à l'individu. Et donc, c'est vrai que sur le campus, c'est des moments de transformation. Donc, quand on parle de courage, quand on parle d'altruisme, quand on parle de résilience, et voilà, de capacité transformative, voilà. Et c'est que ça soit aussi un terrain de jeu important. C'est pour ça que les campus sont importants, parce que souvent aussi des laboratoires, on va pouvoir expérimenter ce genre de choses-là. Et donc, on est aussi très confiant que dans un monde d'intelligence artificielle, si on insiste lourdement sur ces aspects-là, peut-être qu'on peut avoir un peu le meilleur des mondes. Effectivement, ceux qui connaissent le campus de l'HEC avec ses 130 hectares, c'est un lieu où effectivement on a le plaisir de se promener, surtout maintenant au printemps, et de réfléchir avant d'agir. Venez plus au mois de mai, comme on le dit ça. Bon, arrive le moment solennel où je vais inviter Hélène Ténot et Delphine Colson de nous rejoindre ici sur le devant de la scène. Je vais demander à Baptiste de bien vouloir m'aider parce qu'il a la lourde tâche de transporter le chevalet avec merci beaucoup, Baptiste. Donc ce magnifique chevalet, vous voyez, est effectivement le moment solennel où nous signons, on lance ce Naos Lab for Leadership HEC avec Héloïque et Jean-Louis qui venait d'entendre, Hélène Le Théon, présidente de l'HLU, et déléguée générale de Fondation HEC, afin de officialiser ces pinceaux. Ici, dit le premier. Bonjour à tous. Avant peut-être de passer à la signature officielle, en tant que délégué général de la Fondation HEC, qui est une fondation d'utilité au service de la mission de l'école, je voulais adresser nos plus chaleureux remerciements à Olivier Torres et à toutes les personnes qui ont œuvré, et ça a été dit, et je tiens à le redire, à la création du lab. C'est un magnifique projet collectif. On voit que c'est déjà un partenariat qui est extrêmement vivant et qui s'inscrit et qui a vu effectivement le succès de cet événement aujourd'hui et toutes les personnes qui sont déjà à l'heure. Et puis, c'est un partenariat que l'on souhaite inscrire dans la durée et avec une forte valeur d'altruisme, comme vous le disiez, avec la création d'une fondation AVT au sein de la fondation HEC qui sera présidée par Hélène. Et donc, et qui est déjà active. On est très heureuse, effectivement, de ce partenariat. Et moi, je tiens à remercier particulièrement les mécènes, les mécènes qui nous aident, qui aident des institutions comme HEC, qui sont d'intérêt général à créer des contenus innovants de pointe et diffuser, et à nous aider à former des éditeurs dont on a besoin pour demain. Donc, merci infiniment. Réalisme est correct. 100 000 boules, c'est une torche. Oui, bien. Et ensemble. C'est spontané. Tu vois, là, si. Là. Ah, ouais, la forme doigt. Oh, putain. Hop.
Voilà, attendez, bon. Paul. Oui. Et je vais sonder après que personne vole cette affiche, il vaut de l'or. Professionnel. Parfait, on regarde ici. Hop. Je cherche encore la parité. Parfait. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Et donc, ce moment solennel, on va demander à Baptiste de bien vouloir me le redéplacer. Et on va inviter sur l'estrade et on va passer dans les dans les 2 langues de travail à HEC, parce qu'on a parlé beaucoup de Harvard, mais à HEC on parle anglais aussi. On va inviter sur scène Hélène Le Piano et Brad Harris, que vous avez vu sur la 2e séquence des photos. Je me permets de vous proposer de vous asseoir et, comme vous le souhaitez, parce que votre propos va être maintenant celui qui est tangible, en quelque sorte, au-delà du rêve dont a parlé Jean-Noël. Donc, so what? So what? What will be this new now Slack for leadership? Je vais demander en premier à Hélène de nous parler de Heart Leadership University. Bon, certains se moquent de ce Heart, mais vous avez maintenant compris que c'est très important, ces valeurs humaines et valeurs du cœur. Et Hélène, qui était catalyseur de ce lab, porte à chéri et le futur, effectivement, de ces valeurs de leadership depuis un certain temps. Elle va nous expliquer à la fois la genèse et ses projections. Merci Irena. Donc vraiment merci déjà à tous d'être là pour ce beau lancement en duo avec Brad ce matin. Peut-être effectivement préciser avec quelle casquette, avec quel rôle, voilà, je m'exprime ce matin devant vous. Donc le premier, c'est que je suis j'ai Kitabo qui descend, directrice de Jean-Noël Torel Foundation, qui a été évoquée, donc qui est un des organes de l'organisation à finalité altruiste NAOS, et de ce fait catalyseur, comme tu l'as dit, du montage de ce superbe partenariat. Et donc déjà, avant toute chose, avec beaucoup de gratitude et de joie que nous ayons pu faire ce don à la Fondation abrité, la House for Leadership, au sein de la Fondation HOC. Avec une roadmap, une feuille de route qui va être triannuelle, donc déjà effectivement avec un engagement, une volonté, une ambition dans la durée. Donc, je voulais déjà resituer ce point-là, et par ailleurs, effectivement, Irena, tu l'as dit, je suis déjà depuis quelques années présidente d'une association d'intérêt général, Heart Leadership University, dont on pourrait dire en quelques mots que ça a été notre terrain d'expérimentation très concret sur des contenus pédagogiques innovants, des travaux de recherche-action, sur les enjeux du Heart Leadership en pratique. C'est-à-dire, peut-on, dans le monde réel, développer l'intelligence du cœur en pratique? Ça peut paraître au début un petit peu, effectivement, exotique, mais je vais m'appliquer à donner du contenu, et notamment des contenus de recherche, pour vous partager cet exercice scientifique. Et enfin, j'ai une passion, alors là, pour le coup, je sors de mes rôles officiels, j'ai une passion pour la prospective depuis 15 ans déjà. J'ai fait beaucoup de missions de conseil en prospective, je suis membre du conseil scientifique de Fucurible, et c'est ce qui fait qu'avec Brad, on va pas mal parler du futur du leadership dans le monde qui vient. C'est-à-dire de réinscrire les réflexions sur l'évolution du leadership dans une réflexion prospective, y compris de prospective stratégique. Bon, donc une fois que je vous ai dit pourquoi j'interviens ce matin et à quel titre, sur la genèse de ce beau NAOS en leadership, donc ça a été l'histoire d'une rencontre, vous l'avez compris, une rencontre intéressante entre Éloïc, Rodolphe et Jean-Noël et sa famille à l'automne dernier. Et de cette rencontre est née finalement une ambition partagée, une conviction. C'est vraiment le moment de sélectionner, de former et même de recruter autrement les leaders. Alors, ça pourrait paraître incantatoire, donc je vais essayer de m'appliquer à donner du corps à ça, parce que ça fait un peu... peut-être même arrogant de dire c'est vraiment le moment de tout changer. Qu'on n'est pas en train de dire il faut tout changer, on est en train de dire bien entendu il y a un champ de travail nouveau qui s'ouvre à nous. Alors,
Notre association HLU, Association d'intérêt général, elle a été fondée pour répondre à 3 défis. Donc je vais quand même les nommer. On a beaucoup parlé de l'intelligence artificielle, qui est un des grands défis de notre temps, bien entendu, et de son essor fulgurant. Il y en a quand même 2 autres, le dépassement des limites planétaires et l'accroissement des inégalités. Et en fait, tout est lié. Paradoxalement, je pense qu'il est nécessaire de surtout pas mettre les sujets en silo. De bien considérer que tout ceci est lié. Pour ceux qui auraient encore un doute sur le fait que c'est lié, je vous invite à lire les excellents livres de Jean-Michel Valentin, ici présent, notamment sur les liens entre la guerre, les IA et les ressources énergétiques. Alors, c'est devenu évident avec l'actualité des derniers mois, ça n'était pas forcément il y a 1 an. Donc, bon, tout est lié, donc ça n'a pas tellement de sens d'attaquer un sujet séparativement. Et donc, chez HLU, nous avons depuis 6 ans maintenant, parce que l'association avait été fondée en 2021, défriché des contenus pédagogiques innovants, des parcours pour dirigeants, des masterclass, et produit des travaux de recherche que je vais détailler un petit peu après, de recherche non académique, et je mesure l'énormité de dire ça aujourd'hui devant un parterre d'HEC. Voilà, donc des travaux de recherche-action complètement indépendants, faits avec des partenaires qu'on a trouvés intéressants pour explorer peut-être des sujets qui ensuite vont conduire à des travaux académiques plus carrés. Alors, c'est le moment où, donc, pour conclure sur HLU, donc HLU est une espèce d'ovni, vous l'avez compris, petit mais puissant, et donc on s'applique à éclairer les enjeux du monde qui vient et à contribuer à outiller un leadership lucide et altruiste. Et d'ailleurs, tu as une équipe... Une équipe formidable. Alors effectivement, HLU sans les personnes présentes, ça ne sert à rien. Je voulais remercier Sandy Boitusa, directrice de l'association ici présente, pour son travail. Je veux bien le lever. Bien sûr, il y a également les membres du conseil d'administration, Florence Lémy, vice-présidente de notre association, c'est une directrice générale de Tava. Florence, si tu veux bien te lever. Oda Kivo, également membre de notre conseil d'administration. Alexandre Duyège, président du fonds de dotation et membre. Les Amélie, parce que dans la salle, on a aussi des alumni HLU, dont certains sont aussi des alumni HEC. Et je nomme Jérôme Decroix, où est-il Jérôme, qui se signale. Il est là-bas. Voilà. Donc, Jérôme, en face, pour moi, est la parfaite exemple de HLU n'est pas quelque chose de différent d'HEC, mais c'est miscible. Voilà. Et donc, dans ce nouveau-là, vous avez bien compris, il y a à la fois un apport de financement structurel pour permettre une roadmap sur 3 ans, et un apport et un partage de réflexion, voire même de connaissances appliquées. Donc, ayant dit tout ça, je vais passer à l'anglais. Vous allez pouvoir entendre mon mauvais anglais pour que Brad et moi puissions faire un duo sur the future of leadership. Voilà. Donc, so now it's about time to talk about the future and then the future of leadership in those futures. Probably many of you have read things about the global risks for the world to come. So you may have in mind the global risk report from the World Economic Forum or any other document stating major risks, whether they are very likely or very severe. And in fact, if you read cautiously those documents, we find that some of the AI risks have changed in the past few years. 2 years ago, there was a highlight on one of the risks related to AI, which is breakdown of digital infrastructure. Breakdown being from energy causes or attacks. But more recently, the new highest risk on AI goes about malevolent use of AI. So AI as a warfare. AI as a warfare for economic warfare or for cognitive warfare, and not only on the battlefields. So this is why at HLU, from 2024, we have been very cautious to document this, the positive effects of AI and the opportunities and the risks. And my point of view is that it's not as simple as that. So nobody in HLU would say AI is bad. So let's not say that word, but I'm saying that AI brings a great variety of new risks that most leaders don't fully know. Just to give an example, the MIT AI Risk Repository is listing a couple of hundreds of new risks related to AI. Most CEOs haven't read them yet, right? So we are lagging behind in terms of understanding what the new future could be. And this is why we are a little bit lagging behind, that we have produced last year a full study about the different futures of AI and leadership in the world of AI in 2035. So this document is available on the coffee table if you like. This has been produced by Futurib, which is a very well-known foresight company in France, and in partnership with le Centre des Jeunes Dirigeants, CJD, which is present today. So I would like to say hello and thank you to Christian Andréo. Christian, if you can raise your hand,
It's a very good idea. So this is not only an academic document, hand of stick. This is based on the discussions with ideas, numbers of small business leaders in mostly mid-sized companies, but the same applies also for big CEOs. So in this document, if you like it, you will find 3 landscapes of the future, and then 12 portraits, 12 descriptions of leaders in this world of AI. So that's one of the educational content that will have free concrete outputs. Concrete outputs, because it highlights again what would be the impacts of the different scenarios on intuition, empathy, courage, power to take decisions. One of the key things about AI impacts is its impacts are the power to decide. So there is room for a lot of developments on that with this. So this is just a start, and this is an educational content that's for free, and I hope you will like it. Once I've said that, it brings me to a short description of the skills and the profiles for the future. So again, I will not give a lecture here, and I don't know what will be the future, let's be clear about it. But we assume, based on many works like this one and others, that some new skills and even some new personality profiles might be more accurate for the years to come. So I made a short summary of 5 or 6 of them. Not, again, as a clear definition of what should be the leader of tomorrow, but as a matter of curiosity of what could be those new skills. So A, foresight. Okay. The more we are inside something that's called the war fog, for those who know Clausewitz, the highest fog we have, the more foresight we need, paradoxal. So training in foresight and also intuitive abilities to see the world to come is one. B, being the head of a ship within a world that is quite troubled. So being brave enough, courageous and brave. So bravery is a very old word, but still very useful in business. 3 is about being able to face big crises, so abilities to decide and negotiate in periods of crisis. So we have experienced for the last 50 years quite sustained growth on businesses, but we have entered a new world full of conflicts, full of fragmentation. This means that there are some new abilities that are needed in this crisis. 4, empathetic abilities. And that may come as a surprise because we were talking about conflicts, but still the quality of relationship is key. And then the last one is the ability to build new alliances without being naive, because again, the type of superpowers around us have changed. So we have to rethink what are the strategic alliances to build. And that's one of the key skills for the future. And maybe last but not least, the profile personalities. We had researched as part of what could become later intuitive skills is how we can assess intuitive abilities of people, of future leaders, right? So this is an upcoming field of research that's very interesting to do. So to summarize, again, what HLU has provided to this partnership, and I'm almost done, this is the pile of the previous research from HNU that we handed over to the new Naos Lab team, say, please do whatever you want with it. So again, this is not academic research, but this is based on experts in the governance field, in the sociology field. So you were talking about humanities and social sciences. So these are booklets from sociology of work, sociology of relationship, sociology of transition from IPDC, International Panel on Behavioral Change. So that's for the social sciences part. And as Jean-Noël said, we are all living beings. So we even explore biology. So this is a summary about biology of leadership, which is highly controversial. So say that anybody is a born leader is untrue, but if you want to have a clear view of what the research says about biology of leadership, this is a summary, a state of our research. And we will keep digging into biology because that's what we are doing in NAOS, is we are all living beings, right? So we cannot forget the biology part in our behaviors. And then, now, for the future, we have a strong belief that there is a need
quite an urgently for new profiles and new skills that need to be built in higher education and executive education. We are very, very happy of this partnership because it will help us to go much more powerful than our NGO, HLE. And also, we are fully confident in the new team of the lab. So I will say thank you to Romain Bria, here really the executive director of the new NAOS lab. If you can stand up. And obviously, I will also say big thank you to Brad Harris, who will be the academic director of the new NAOS lab. Thank you, Brad. Merci Hélène. Interrogation à la fin, les feuilles sont préparées, les 6 valeurs et tout ça en français, s'il vous plaît, par la suite. Brad, back to it. You have the right to answer. Basically now, Hélène said, you together with Romain being the executive director, you being the academic director, and the academic qualities of yours are not to be showcased. They are very robust, and you will bring all your knowledge and your capabilities that are also related to the fact that you are the dean of MBA programs at HEC to the floor, because you believe that the leaders clearly need to get in this bunny world the new toolbox. If I say bunny, we used to speak about VUCA, which was actually 1960s. So we spoke about volatility, uncertainty, complexity, and ambiguity. Now we have moved to bunny world, which is brittle, friable, brittle, anxious, non-linear, and incomprehensible. And we need to understand. So how does HEC, or how will HEC actually equip with the right toolbox their students and students at all ages with these influences? Floor's yours. Yeah, there was a slight deviation in the question. So the one that I was given was talk about what you plan to explore in the Bandy world, and now it's what's the right answer, and that's really not fair. Thank you, right? My deep apologies. Yeah. So I'll maybe say it a different way, something that It was to test your capacity to. Please prolong. Well, we'll adapt. Okay, so Helen said she doesn't know what the future holds, and I think I'm in the same boat, and presumably you are too. And if you say you're not, then I'd like to talk to you. But I borrow this quote, and Roxana Barbulescu, who's in the back, one of my faculty colleagues, and we use this when we teach our executive MBAs to set up the framework. And I think it's relevant here. It's relevant to VUCA, BANI, whatever we're talking about. But it's the future will reward clarity, but punish certainty. And I think this is really relevant to what we're studying in leadership, especially leadership in the age of AI, the human part of leadership. But it's also, it's really relevant to what we do in academia. We have hypotheses, we have suspicions. We're not starting from zero. We have all of Part Leadership University's practical research to build from, and we also have over a century of leadership research from which to build. The world is changing, we'll definitely find new things, but we don't know exactly where the questions that we ask will lead. And so we have to go in an intellectually honest way to investigate these questions, but we do have some conviction behind these questions. And I think the main conviction and why we're so excited about this opportunity is we do think there's a human story in the future of leadership. And I personally feel this, I have a lot of energy around this idea. And maybe I want to convey some of that here when I answer this question about how are we actually going to address this messy problem? How are we going to move forward? And I also want to use this opportunity to be really, really clear about what our initial charter is in the NAOS Lab for leadership here. I think also I want to affirm that this is a super important question, Irina, that you ask. And it's important in a lot of ways. We want to be more effective leaders at an individual level. But
I think there's a decidedly HEC story here too, and this is part of the reason why this partnership between the Nous Foundation and Hart Leadership University makes sense with our school. HEC it's an elite business school through and through. No one refutes this. It's the top business school in France, okay? But it's also a global place. And I think I'm a pretty obvious example that you don't have to be French to be at HEC. But what I like about our school, what I like about higher education, but I really love about HEC, is we're bringing people from 60 or 70 different countries into our programs. And there's disparity, not just in where they're from or their gender or their socioeconomic background. I'll simplify this. The most stereotypical case is you have the elite of the French class that come in the Grande École. And these people are positioned for success. They are super sharp. Many, not all. Many come from privileged backgrounds and they have the resources to make a difference right now. On the other side of this, you have people coming from different parts of the world without some same privilege. And they're convinced they know what the problems that need to be solved are. But we need to give them the training, the confidence, the skills to actually go back and make a difference. When you combine these things, when you take people that know they have convictions about what the problems they want to solve are, what the leadership initiatives they want to have are, and they need the training, the support, and the resources, and then you take these other students that sort of have some advantages toward these things, but are still searching for what is my mark on the world going to be. You've got a real mix, a real laboratory to do some amazing things. At the end, I'll probably repeat this point, but I want to iterate that although this is decidedly a partnership between Nous Foundation, Hart Leadership University, HEC Paris, one of the goals is to make sure that these things do not stay in Jouy-en-Josas or the Paris metropolitan area. We really want to make a difference that spreads to the world. And I think no matter what the context is in the world, you're going to have leaders emerge. The challenge is how do we, as a school, as a lab, as a society, how do we make sure the right leaders emerge? And I think this is maybe where I start to feel really strongly. This isn't just something interesting to me. This is something I'm passionate about. How do we make sure we get the people that have the competence, the character, and the courage can rise to these roles and succeed in these roles? Because if it's not the good leaders, it's going to be the bad leaders. And I think you can look around and we can see there's a gap here. Maybe I'm not saying anything. I'm not going to respond to the laughter. I start my classes. Now we'll get to the bandy part. I start my classes with definitions. This is what academics do, right? And so I cannot leave here feeling like an honest professor if I don't at least make you start to think, I'm really sleepy. So here we go. How will be the lecture? I saw the paperwork signed. It's official. You guys can't stop me now, all right? Leadership is, we could come up with 100 different definitions for this thing, and they would all be right, and they would all be wrong. But we have a century of research starting to coalesce around some themes of, it's a social process of influence. This is not really a sexy definition, but it gets to the key points. Social, it's about people, it's about human connection. Process, it's dynamic, it's adaptable. And influence, it's about motivating people to do something they wouldn't have otherwise done. From there, you have to ask yourself, if I want to do these things, if I want to influence people, what motivates people? That too, we can get down to some pretty simple, not necessarily sexy things, but we all fundamentally have a desire to get along, be a part of something, to get ahead, to stand out. This is evolutionary. We need to find a mate, we need to protect our family, these sorts of things. And then once we do these two things, some balance of getting along and getting ahead, we want to ascribe some meaning to our lives. Doesn't always go in that order, the balances differ, but we have these three motives floating around us at any given time. And I think we all know that, yes, we want to follow leaders that are charismatic, they're competent, they know what to do, they've got a track record of success. But when you think about what elevates you from just complying with a manager's request
to really buying in and giving your whole self or giving a lot of yourself to a leadership request, there's something decidedly human about that. There's something about this person's got some guts. They've got some courage to make a bold decision. I also see this person as, they're trustworthy. They're benevolent. They're not just thinking about themselves. They've got some empathy. And of course, we trust their decision making, even if we don't fully see it all the way through. I think a place where Jean-Noel and I agree is there's other parts of this that are related, that may not be central to the nexus of things that we'll study in the lab, but are certainly part of the story. Kindness, humility, being able to look someone in the eye and say, I screwed up, I'm sorry. And maybe I'll start winding up since there's already been concerns about the lecture length here. The world is changing. We can see this, and it unsettles me in ways that other technological advances haven't in the past. In the HR space, we often say you don't want to chase bright, shining objects. And I'm a pretty conservative guy. I don't want to follow the trends, but I do think that the latest technology is pretty transformative. But if we think about what makes something important, maybe we'll use strategy and business. This is not really my field, or I know enough to be dangerous. There's a really classic framework. That's if you want to create sustained competitive advantage or strategic value, whatever you want to call it, it doesn't end with, but it starts with having resources that are valuable, rare, inimitable, and not easily substitutable. When I think about AI, or whatever comes next, I just imagine the amount of information we are able to have access to, the amount of information we're able to process at some level. Even some of our decision-making tasks are going to become almost like commodities. We are going to be drowning in information. I'm looking at this audience and I'll make a guess. We're already, even before AI, we were drowning in non-strategic information and data points. My inbox, I feel my phone vibrating. I know there's a lot of things there. But the point is, as the information quantity, quality, and even the ability to process information becomes more common, the rarest things, the most valuable things, the things that we'll put a premium on are going to be this human connection. Can I sit with you? Can I look you in the eye? Can we have a conversation? And can we build something together? Can we have a vision? And I'm really, really excited about that. At the Nous Lab, we've got really 3 big priorities. One is scientific inquiry. We're open-ended, but we have some hypotheses of where we want to start. The second is pedagogical development. On both of these fronts, the science and the pedagogy, the teaching frameworks and tools that we will use, not just at HEC, but beyond. I hope you get to meet some of my faculty colleagues that are here. There's many more that are not, but boy, when I look at the people here, I'm just so glad that I get to be a part of something where I'm not the star of this show. I'm just a steward that brings people together and hopefully creates something. And then where it gets really exciting for all of us is not just the science or the pedagogy, but getting our hands dirty and actually putting these things to work. Going through the process of helping people change their lives, and in changing their own lives, changing all of our lives, hopefully for the better. I think this stuff matters a lot. I'm very, very grateful for the opportunity to be a part of this initiative, Helen. I'm very proud to be working with you, Irina, but also my colleagues. And so all in there, but thank you all for being here. Thank you for the people that made it happen. This means a lot to me. I'm excited to move forward with it. Et vous avez compris, nous touchons pratiquement à la fin. Là, vous avez la moelle et en fait, on a joliment refermé cette boucle avec l'expression de Jean-Noël au départ par rapport au rêve et ce que Brad a dit là par rapport à d'accord, nous sommes d'accord que nous avons un rêve, on part du Petit Prince, mais là, on va aussi mettre en œuvre toute l'expertise de HEC avec l'écosystème dont Brad a parlé
Et nous vous invitons de régulièrement regarder sur les réseaux sociaux qui nous submergent avec les informations, puisqu'il y aura des recherches-actions, il y aura des événements et ils vont être conjugués entre HLU, entre Harvard Leadership University, HEC, avec le soutien de NAOS. Et tout ça ne serait pas possible sans un homme qui est assis sur le côté, mais auquel je vais maintenant passer la parole parce que c'est le directeur exécutif, Romain Bria, qui va vous annoncer en fait ces actions précises, concrètes à la fin. Merci Irena, merci infiniment. C'est difficile parce qu'après Brad et... Hop, attention, on va se chausser une vacille. Prépare ce refrain. Après Brad, le silence, après Brad et Irena, c'est encore du Brad et du Irena. Et du Hélène, bien sûr. Merci infiniment, merci à tous. Merci à tous d'être ici présents. Certains d'entre vous ont été nommés. Une idée clé ici, c'est que, et c'est un peu son acte de naissance maintenant, c'est l'idée de générer et de permettre et de renforcer un écosystème. Donc, un grand nombre d'entre vous étant présents en tant qu'experts, conseils, intervenants, professeurs, chercheurs, on aura besoin de vous tous. Comptez sur nous pour venir nous chercher. Venez à nous aussi, écrivez-le. On aura besoin encore d'autres personnes. On aura besoin de poètes, de philosophes, d'anthropologues, de sociologues, etc. Donc merci beaucoup infiniment par avance. Nous sommes ravis de tous ces projets que nous avons lancés avec vous. Et donc, oui, donc un écosystème, c'est majeur et nous en sommes aujourd'hui le ferment. Nous avons continué. Le lab, en réalité, a déjà commencé à travailler depuis le début de l'année 2026 et nous continuons, nous accélérons à partir d'aujourd'hui pour, dès la rentrée prochaine, proposer des innovations en termes de pédagogie, des projets en termes de recherche et encore une fois avec un soin très fort de recherche-action et aussi de recherche en aller-retour, en dialogue avec, évidemment, la pratique. Donc il y aura des livres blancs, il y aura des événements, des modules, etc. auxquels vous pourrez participer. On vous sollicitera pour des expériences, des expérimentations, des interviews, des témoignages, etc. Merci donc infiniment. Je suis le directeur qui a la chance et l'honneur d'être directeur exécutif de ce projet et le déshonneur d'être le dernier obstacle avant le petit déjeuner. Je vais m'en fuir beaucoup plus. D'autant que l'intérêt pour nous est autant de présenter le projet que de vous rencontrer, que vous puissiez vous rencontrer et de vous entendre. Donc, je vous dis à tout de suite, restez encore un petit peu et à très bien pour la suite.